Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à nouveau sur le canap. Alors aujourd'hui, comme vous constatez, c'est sans vidéo, encore une fois, parce que c'est le canap parcours. Et comme vous savez déjà, sur le canap parcours, nous recevons des invités, des acteurs du monde professionnel. Et aujourd'hui, c'est une série particulière parce que nous avons décidé d'interviewer des personnes qui ont quitté il n'y a pas très longtemps le monde professionnel. Voilà. Donc on va parler un peu de longue carrière, on va parler de la retraite aussi. Et aujourd'hui, nous recevons Claudin, qui a fait une longue carrière aussi, émaillée de beaucoup de choses. Et on va déjà commencer par lui dire bonjour. Bonjour Claudin, comment ça va? Bonjour Yann, je vais bien. Et toi? Ça va, très bien. Pas trop intimidé par le micro, ça va? Non, pas du tout, tout va bien. C'est bien. De toutes les façons, ici, on est sur le canapé, c'est toujours détendu. Il n'y a pas de souci. Alors, comme je disais, c'est le canapé parcours et aujourd'hui, on veut parler de toi. On veut parler de ton parcours. On veut parler de ce que tu as fait. Donc, première chose, on va commencer par, c'était quoi ton métier? Alors, on va dire que je suis assistant technique biomédical, D'accord. formé en partie à Lyon, puis à l'UTC de Pompiers. D'accord. Et qu'est-ce qu'un assistant technique biomédical fait? Bon, nous avions pour mission d'assurer la maintenance, en premier la maintenance, on va dire la gestion de la maintenance et de l'acquisition des équipements biomédicaux. D'accord. Donc, sans vous, en fait, l'hôpital, il ne fonctionne pas. On va dire que nous sommes un support important dans le fonctionnement de l'hôpital. Nous participons à l'acquisition des équipements, à leur gestion, à leur maintenance. D'accord. Souvent, en tout cas dans les discours, les retours que les agents, on va dire quoi, des hôpitaux font, c'est qu'ils sont bien souvent, on va dire, mal considérés dans la société. Par exemple, on sait bien que les infirmiers ne sont pas forcément très bien payés alors qu'ils sont très importants dans le système médical. C'est eux qui font les soins. Qu'en est-il de vous? Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes même qui connaissent ces métiers-là, s'ils ne sont pas dans le milieu médical justement. On va dire que de plus en plus, euh, la population commence par connaître ces métiers. Mais en fait, ce sont de nouveaux métiers qui existent, on va dire, il y a en moyenne 30 ans. Donc ce sont de nouveaux métiers qui ont vu le jour avec l'entrée de la technologie à grande échelle dans les hôpitaux. Donc on va dire que ce sont de nouveaux métiers, pas très connus par le grand public, dont l'utilité même à l'hôpital n'est pas très connue. Mais de plus en plus, je pense que ça prend de la place. D'accord. Mais dans ce cas-ci, ce sont des nouveaux métiers. Parce que là, tu nous dis que ça fait à peu près 30 ans comme ça que ces métiers-là sont apparus avec l'introduction de technologies un peu partout en fait, dans tous les secteurs de la santé. Donc toi, tu étais parmi les premiers. Comment est-ce que tu as connu en fait, comment tu en arrives à entrer dans un métier qui est en quelque sorte nouveau? Bon, ici, je pense que en Côte d'Ivoire spécialement, on va dire que je suis de la troisième promotion des techniciens formés, des personnes formées dans ce domaine d'activité. D'accord. La troisième promotion, moi je suis de la promotion 89, donc il y a eu deux promotions avant. Je suis arrivé, je vais dire par hasard, hein. Après, on va dire le bac, on cherchait à s'intégrer quelque part. D'accord. Et le ministère de la Santé a lancé le recrutement. Bon, on l'a vu et puis bon, nous nous sommes présentés. Sans trop savoir même, on va dire, à quoi ça allait aboutir. Nous savions que c'était un métier de maintenance. D'accord. Nous avions été formés pour la maintenance industrielle à la base. D'accord. Et bon, comme c'était pour le métier de maintenance que nous étions à la recherche de l'emploi,
c'est comme ça que nous sommes arrivés dans ce domaine-là. D'accord, c'est un peu, j'ai envie de dire, aventureux, hein. On Oui, part bien un peu sûr. dans une direction où on ne sait pas où on va aboutir. Qu'on ne sait pas, vraiment qu'on ne connaît pas. Comme j'ai dit, c'était nouveau. Après, nous étions que 9 qui sommes allés cette année-là en formation. D'accord. Avant nous, il y a eu peut-être 5 personnes. Donc, c'était vraiment nouveau pour la Côte d'Ivoire. Donc, bon, on n'avait pas vraiment de grande visibilité sur, on va dire, ce domaine d'activité. D'accord. Donc là, il y a 2 points qui m'interpellent. Donc, déjà, on va dire que c'était pas du tout un métier de passion, on va dire. C'est pas, on va dire, pas un métier dont tu as rêvé. On va dire que tu as vraiment, disons, voulu chercher à intégrer. C'est, comme tu l'as dit, après le bac, tu cherchais à t'intégrer dans la vie professionnelle pour voilà, continuer de progresser dans ta vie. Et il y a eu l'opportunité de passer les concours professionnels et tu les as passés sans même trop savoir à quel métier ça allait aboutir. Et deuxième chose, c'est ce concours-là vous a permis d'aller vous former en France, à Lyon, de ce que j'ai compris. Vous appelez ça à l'époque l'Institut international de formation des cadres de santé, qui était une école gérée par l'OMS, qui était basée à Lyon. Je ne sais pas si ça existe encore. Bon, je ne sais pas, mais à chercher, hein. Ça dit Institut international de formation des cadres de santé. D'accord, je ne sais pas. On cherchera pour voir qui si était c'est vraiment dédié à former les ressources humaines des pays, on va dire, en voie de développement. Donc à l'époque, nous étions vraiment... Et puis aussi des Français, puisqu'il y avait aussi beaucoup de Français. D'accord. À l'époque. Donc il y avait, on venait un peu de partout, de l'Afrique, de l'Amérique latine. Et comment ça s'est passé cette expérience-là? Parce que c'était la première fois du coup que tu partais en France? C'était la première fois que j'allais en France. Mais bon, nous avions quand même une petite colonie française ivoirienne en France. Nous étions 9 et puis bon, nous étions jeunes. Je pense que ça s'est très bien passé. Donc là, tu en gardes de très bons souvenirs. Si, j'avais une bourse française. J'avais été à l'époque encadré par une structure qui était basée à Lyon. D'accord. Qui nous permettait de nous intégrer dans la société. Donc ça s'est bien passé, je pense. Et du coup, ce que je retiens aussi, c'est que vous êtes parti en formation en France et vous êtes revenu. Oui, bien sûr. C'était prévu ça dès le départ? C'était prévu dès le départ puisque c'était un concours, on va dire, du ministère de la Santé pour que nous revenions prendre en charge la gestion des, on va dire, des équipements, des hôpitaux ici. Donc bon, il y avait déjà un emploi qui était prévu. Bon, j'avoue que nous n'avions pas vraiment eu l'intention de rester en France. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de proposition parce qu'on n'en a pas cherché. D'accord. Bon, nous sommes rentrés juste après la formation pour remplir notre mission ici. Ben, là, moi, j'ai vraiment envie de creuser cette partie-là qui a fait que vous n'avez pas cherché à rester. Parce que bon, je pense que l'idée de caler en France n'est pas nouvelle. Même à votre époque, c'était déjà le cas. Il y avait déjà beaucoup d'Ivoiriens en France. Oui. Et puis, il y a beaucoup de boursiers qui sont partis dans la même année qui sont restés. Alors, comme je dis, la philosophie n'était pas la même. Il y en a qui recevaient la bourse, on va dire comme une prime. Oui. Une prime, on va dire à l'efficacité scolaire. D'accord. Enfin, cette définition est intéressante. La bourse, c'est une prime à l'efficacité scolaire. L'efficacité scolaire. Donc, ils choisissaient eux-mêmes les filières qu'ils voulaient faire. Oui. Et ils se formaient. Et puis, bon, on va dire, ils revenaient ou ils ne revenaient pas. C'était pas, on va dire... de toute façon, c'était pas prévu, c'était pas pensé qu'ils reviennent pas, peu importe en fait. Par contre, il y en a d'autres aussi qui ont reçu des bourses pour lesquelles ils ont signé des engagements, qui sont allés et qui sont revenus. Bon, dans notre cas, on n'avait pas signé d'engagement, mais nous étions convaincus qu'il y avait un emploi qui nous attendait au retour. Parce que nous l'avons fait dans un cadre bien précis, aller en formation et revenir pour des postes qui étaient déjà prévus, qui existaient. Donc, il n'y avait pas la crainte du chômage en quelque sorte. Et nous savions en allant que nous devions revenir. C'était un contrat moral, on va dire, que nous avions signé avec l'État. Eh bien, bon, je me fais encore l'avocat du diable, mais vous aviez un sens moral assez développé. Parce que, bon, ce que tu me dis, il n'y avait pas de contrat signé. Il n'y a pas de contrat. Et même s'il y avait un poste qui vous attendait ici, il y avait peut-être moyen d'avoir un poste meilleur là-bas.
avec peut-être de meilleures conditions, Oui, une plus grande stabilité. Comme je dis, on ne l'a pas cherché parce qu'il y avait aussi, il ne faut pas oublier de le dire, c'est vrai que les années 89, 90, on va dire que on ne sentait pas peut-être trop encore les crises économiques et autres, mais il y avait quand même cette petite fierté de l'Ivoirien qui voulait revenir chez lui et tout ça, quoi. J'ai dit que ça s'est bien passé, mais aussi nous avions les moyens de faire les études, de nous épanouir, la bourse était suffisante, mais bon, on avait quand même envie de revenir. Comme anecdote, j'ai des amis qui sont revenus le jour même dont on compte. En fait, le jour de la remise des diplômes. Dans la nuit, les premiers vols qui venaient, les gens sont rentrés. D'accord. En fait, ils ont pris leur diplôme et le jour même, ils se sont retournés. Ils sont revenus. Ah ouais, magnifique. Je sais pas, je trouve ça magnifique. J'ai été le seul à traîner encore pendant quelques jours. J'ai fait peut-être un mois encore à me promener en France, à Lyon, tout ça, avant de revenir. Les autres sont revenus. Beaucoup sont revenus le même jour. D'accord. D'accord. Donc bon, il y avait l'assurance qu'il y avait de quoi faire ici. Et puis bon, je pense qu'il n'y avait pas de crainte. D'accord. Mais intéressant. Mais maintenant, parlons du retour. Donc, formation terminée. La France, ça ne nous intéresse pas. On veut retourner chez nous. Tu reviens en Côte d'Ivoire. Il y avait un poste qui t'attendait. Est-ce que tu l'as effectivement reçu? Alors, on va dire oui et non. Oui et non, parce qu'à notre retour, oui, nous avons repris contact avec le ministère de la Santé, oui, qui nous a reçus. Le ministre de la Santé à l'époque, qui était M. Alphonse Yédié Madi, qui nous a reçus à son cabinet. D'accord. Qui nous a rassurés. Et on va dire qu'il nous a demandé de patienter. À la suite, on nous a mis à la disposition du centre hospitalier universitaire de Yopougon. D'accord. Nous avions commencé tous à faire nos premiers pas. D'accord. Mais je dis oui et non. Oui parce que les postes étaient disponibles. Non parce qu'elles n'avaient pas été budgétisées. Elles n'avaient pas été budgétisées. Et pourquoi? Comme je dis, c'était des métiers. C'était des métiers qui étaient, on va dire, récents en Côte d'Ivoire. Et ces métiers-là n'existaient pas dans... Comment je peux l'appeler? Dans la liste des métiers de la fonction publique. D'accord. Technicien biomédical, supérieur biomédical, ça n'existait pas. Ingénieur technique biomédical, ça n'existait pas. Ingénieur biomédical, ça n'existait pas. D'accord. Donc la série d'ingénieurs et de techniciens supérieurs qui ont été formés, qui étaient là, ne pouvaient pas s'intégrer dans le fichier de la fonction publique puisque, on va dire, les métiers n'existaient pas. D'accord. Donc, beaucoup d'entre nous ont dû être, on va dire que nous avons payé ce prix-là. Parce que comme les métiers n'existaient pas, pour pouvoir nous donner un salaire, on nous a dit, ouais, bon, on va vous trouver des postes, sur des postes budgétaires qui sont libres au niveau de la fonction publique, on va vous y intégrer. Et puis après, on va créer, on va dire, le corps. D'accord. Ce qui a été fait, donc certains ont été admis à la fonction publique comme techniciens des travaux publics. D'accord. Certains ont été admis à la fonction publique par des postes comment on appelle ça là, des postes budgétaires libérés par des élèves infirmiers qui n'avaient pas réussi leur concours de fin d'année. D'accord. Donc pour moi par exemple, je suis entré, je veux dire à la limite comme infirmier parce que c'est avec un poste budgétaire libéré par des infirmiers qu'on nous a recrutés. D'accord. Donc nous n'étions pas tous, on va dire, dans le même corps. D'accord. Donc c'est longtemps après que la fonction publique a créé les différents corps. Et à ce moment-là, au moment où ça se passe, je pense que vous êtes quand même relativement jeune, peut-être la trentaine. Oui, jeune, pour voilà. certains entre 25 et... Entre 25 et 30 ans. Oui, on va dire, même 25, c'est entre 23
Et 26 ans pour ceux qui étaient là. Donc, entre 23 et 26 ans. Et lorsque je me dis on quitte la France, qui je pense à l'époque était encore pas très loin de ces fameuses 30 glorieuses là, lorsqu'on revient et que qu'on tombe dans ces difficultés là directement, alors qu'on était promis un poste, comment on se sent? Oh, bon, nous étions jeunes. Nous avions l'espoir, nous savions que ça allait se régler. Donc nous n'étions pas... Il n'y avait pas de malaise en tant que tel. Il y avait une petite déception du fait que, bon, on va dire que l'État qui nous fait partir en formation n'est pas achevé le processus avant que nous arrivions. Donc du coup, bon, il y avait une déception à cela. Mais bon, on va dire que on a accepté la situation, on nous a intégrés à la fonction publique de manière, on va dire, passe. Mais bon, on a fait le temps avec et puis progressivement, les problèmes se sont réglés. D'accord. Et quand ils vous intègrent là, comme ça, un peu, en fonction des postes budgétaires qui sont disponibles là, est-ce qu'ils vous font travailler? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que vous faites vraiment votre métier de médical? Oui, si, bien sûr, de maintenancier, bien sûr, de gestion et de maintenance. D'accord. Et comment ça se passe là? Puisque c'est nouveau, il y avait 2 promotions avant vous. Donc bon, je ne sais pas si c'était disponible pour vous guider ou est-ce que vous découvrez, c'est vous qui mettez tout en place. Comment ça se passe? Bon, il y avait des promotions avant nous. Il y avait 2 promotions avant nous, d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. Moi, je suis d'abord venu comme technicien supérieur. D'accord. Avant de passer ingénieur avec les examens professionnels. C'était il y en a qu'on a connus quand nous sommes arrivés. Il y en a aussi avec lesquels bon, nous avions déjà des relations. Il y en a qui ont fait on va dire le lycée ensemble. D'accord. Il y en a qui ont fait l'université, on va dire l'IMP ensemble. D'accord. Donc bon, on va dire c'était des gens déjà en grande partie connus. D'accord. C'était des amis, on a pu travailler vraiment sans problème. D'accord. Et donc de ces premières, ces premières années de travail, qu'est-ce que tu as pu en tirer pour la suite? Oh, je pense la passion et l'amour du métier de maintenancier. Ah, mais donc ça c'est venu après, puisque en fait, déjà arrivé dans ce métier-là. Il faut dire qu'on est allé au lycée technique et professionnel, technique pour certains, professionnels pour d'autres. Moi j'ai fait le lycée professionnel. D'accord. Mais par amour de la technique. Hein. D'accord. Ouais. Et donc on partait de là vraiment avec beaucoup, on va dire, d'amour de la chose. On savait qu'on allait faire de la maintenance pour revenir à l'hôpital, sans savoir vraiment quel allait être notre rôle, puisque quand vous êtes à l'extérieur de l'hôpital, vous ne savez pas qu'il y a de la technologie à l'hôpital. Alors, quand vous arrivez jeune et que vous entrez dans un système qui vous donne quand même de la place, ça vous donne de l'envie de travailler. Nous avons eu cette chance-là d'avoir dans ces premières années-là des directeurs qui nous ont vraiment fait de la place, qui nous ont responsabilisés, qui ont vu eux aussi qui venaient d'arriver. Parce qu'il faut dire que l'administration, les gestionnaires d'hôpitaux aussi étaient aussi à leur début. L'État formait aussi, commençait à former des directeurs d'hôpitaux. D'accord. Qui allaient se faire former à Rennes en France. Donc c'était les premières promotions qui étaient arrivées en même temps que nous. Et nous avons commencé à apprendre à travailler en même temps. Donc, étant formés à l'extérieur, dans l'environnement aussi français, on savait déjà l'importance du métier que nous exerçons. D'accord. Donc quand nous sommes arrivés, certains ont eu... on a travaillé vraiment dans nos débuts avec des directeurs qui, je vais dire, avaient une certaine vision de l'hôpital que nous partageons. Donc ça et qui nous ont laissé quand même la main libre, qui écoutaient ce qu'on leur disait. D'accord. Et donc ça nous a mis, on va dire, au centre de l'activité de l'administration.
la gestion des activités de maintenance et l'acquisition des équipements. D'accord. Donc ça a donné vraiment envie de travailler, puisque ton travail que tu faisais, tu voyais que c'était important et que ça avait un sens. D'accord, c'est bien. Ça me fait penser aujourd'hui un peu à ce qu'on appelle l'écosystème startup. C'est vraiment quelque chose qui démarrait. Vous aviez tous été formés, disons, à la même école. À la même école. Et donc, vous travailliez un peu les mains dans la main. Et les directeurs savaient l'importance de ce que vous deviez faire. Les compétences que vous aviez. Et donc, ils vous faisaient confiance et ils vous laissaient donc faire montre de votre connaissance, de votre savoir, de vos compétences. D'accord. Mais dans tes mots, j'ai l'impression que ça, c'était au début. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Au début, pendant longtemps, quand j'ai dit au début, comme on parlait des débuts, et on va dire pendant... moi, j'ai fait 34 ans de service. D'accord. J'ai dit pendant les 25 années, je n'ai pas dit premières années, les 25 années, on a eu une suite de directeurs qui avaient ce même profil. Qui comprenaient ce que vous faisiez, qui savaient que vous étiez à mesure de gérer et qui vous laissaient gérer vos activités, vous leur rendez compte et vous donnaient des directions qui voulaient que vous suiviez, vous échangiez pour vous mettre d'accord. D'accord. Et donc, j'imagine que c'est aussi, on va dire quoi, cet environnement où, pour le coup, tu te sentais, on va dire, valorisé. C'est un peu les termes qui sont utilisés aujourd'hui, tu te sentais valorisé. C'est un peu ça qui a fait que tu n'as pas quitté la fonction publique. Bien sûr. Parce que, bon, aux dernières nouvelles, c'est pas là-bas qu'on est le mieux payé. Oui, il y a eu beaucoup. Après, nous avons trouvé, quand nous sommes venus, il y avait des entreprises privées dans la maintenance, avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé sur certains équipements qui étaient, on va dire, sous contrat. Beaucoup ont proposé, après quelques années, nous recruter, comment on appelle, déboucher de la fonction publique, mais bon, avec des salaires de fois 3 à 4 fois supérieurs que ce que nous gagnons. Mais bon, on va dire que nous ne sommes pas partis parce que nous avions un rôle bien précis, que bon, nous nous sentions bien au-delà du salaire qui n'était pas, on va dire, je peux dire, à la hauteur de nos spécialistes salaires de fonctionnaires. Bon, nous nous épanouissions, donc bon. Mais est-ce qu'à un moment, ça ne génère pas quand même une petite frustration de savoir qu'on est, disons, je vais prendre les termes de savoir qu'on est fort et qu'on n'est pas payé comme il faut, en fait. Alors, quand tu regardes les salaires des privés, de tes amis qui sont dans le privé, des techniciens qui sont dans le privé, des ingénieurs qui sont dans le privé, de leur niveau de vie, des choses, c'est normal, tu peux être frustré. Mais en tant que fonctionnaire, la grille des salaires était faite de telle sorte que, bon, quand tu regardais le salaire du médecin lui-même, et autres, les salaires de la santé à l'époque étaient si faibles que, bon, en réalité, on essayait de faire avec. Et puis, comme je l'ai dit, à l'époque, la vie n'était pas si chère comme c'est l'est maintenant. Et les petits salaires qu'on avait quand nous sommes venus suffisaient à couvrir vos besoins. Couvrir nos charges, bon, nous permettaient de nous épanouir. D'accord, d'accord. Et donc, 25 premières années où on est dans un environnement où on se sent valorisé, j'ai envie de dire fonction publique mais esprit start-up. Ouais. Voilà. Et il reste, vu que tu as dit que tu as eu 34 ans de service, après, et il y a le reste. Après le reste, qu'est-ce qui a changé? Après le reste, ça a été plus compliqué. Plus compliqué parce que politiquement et au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu des changements. Oui. Et ces changements ont apporté des changements dans la gestion des hôpitaux. D'accord. Le premier changement, c'est l'organigramme des hôpitaux. D'accord. Dans les 20-25 premières années, nous étions, ça veut dire que la maintenance, comment on appelle ça, la gestion et la maintenance du patrimoine de l'hôpital était une direction. D'accord. Directement rattachée au directeur de l'hôpital. D'accord. L'organigramme était simple, il y avait un directeur et il y avait des directions. D'accord. Il y avait la direction de la maintenance et la gestion du patrimoine. Il y avait ensuite la
la direction des ressources humaines, la D'accord. direction financière. Et donc, nous rendions tous compte au directeur de l'hôpital. Alors, avec l'arrivée, avec les changements politiques, on est passé à un autre organigramme. D'accord. Qui a voulu que, pour ne pas rentrer dans les détails politiques, qui a voulu qu'il y ait un directeur général qui serait professeur agrégé de médecine. D'accord. Et en dessous, il va y avoir on va dire, des directeurs de l'administration et des finances, le directeur de l'administration et des finances qui était pratiquement le numéro 2 de l'hôpital, qui reprenait la gestion des finances et de la comptabilité. D'accord. Donc, il va avoir un sous-directeur de la comptabilité. Et nous, on devenait aussi une sous-direction de cette grande direction-là. D'accord. Et donc, du coup, quand vous descendez, c'est comme si on descendait en autonomie d'exécution. D'accord. Et donc, entre le directeur de l'hôpital qui initie la politique et nous, il y avait ce directeur. D'accord. Ça fait beaucoup de mal à la profession parce que nous n'avions pas du tout tout ce que nous voulons devrait être d'abord filtré par cette direction générale-là. D'accord. Donc, nous n'avions plus, on va dire, une totale liberté d'action. D'accord. Et ça, je pense que ça n'a pas vraiment milité. Les premiers directeurs qui sont venus n'étaient pas, on va dire, étaient de bons directeurs. C'était des gens qu'on connaissait déjà comme professeurs dans l'hôpital qui sont devenus directeurs généraux. Oui. Donc nous avions nos habitudes avec eux, mais dans la gestion administrative, c'est devenu compliqué. D'accord. Donc là, pour ne pas trop se concentrer sur la partie politique de la chose et plutôt vraiment garder le focus sur ton expérience professionnelle, lorsqu'on passe vraiment déjà de cet environnement startup où on a vraiment la possibilité de faire montre de sa compétence à cet environnement très restreint, très administratif, comment on s'adapte? Comment on s'adapte? Est-ce qu'on s'adapte vraiment? Je ne sais pas. Je pense qu'on essaie de faire au mieux ce qu'on a à faire. Parce que tout ça aussi a coïncidé avec la réduction des moyens qu'on mettait à votre disposition pour travailler. Vous n'aviez plus la décision, même le choix des types d'équipements. Il y avait beaucoup, ça a engendré beaucoup de choses. À un moment donné, mais on essaie de faire au mieux. On essaie de faire au mieux pour ne pas que l'édifice s'ébranle totalement. Vous perdez d'autonomie. Ça joue sur tous les réflexes et des praticiens et des choses qui étaient habitués avec vous à travailler d'une certaine manière. Oui. Bon, quand un praticien qui a besoin d'un équipement, au lieu de venir vers le maintenancier pour échanger avec lui, ils sont obligés d'aller négocier d'abord avec l'administration. Allez, ça devient compliqué. C'est qu'on vous reprend une certaine partie de l'autonomie de gestion que vous aviez. Donc ça a été difficile, mais bon, à un moment donné, on va dire, tu fonctionnes dans la marge qu'on te laisse. La marge qu'on te laisse pas, tu ne t'en occupes pas. C'est tout. En gros, tu fais avec. Tu fais avec. Si on te dit que, bon, on va te donner les équipements, vous pilotez les équipes qui vont les installer, vous pilotez les équipes qui vont les installer. Vous comprenez? Si les conseils que vous donnez ne sont pas pris en compte et qu'on vous apporte des équipements qui ne sont pas très conformes, vu que vous n'avez pas l'autorité, on va dire juridique même, de dire que ça, on ne peut pas le mettre, ni juridique, ni administrative. Bon, ben vous regardez, vous faites faire, et puis c'est fini. Si ça marche, c'est tant mieux, si ça ne marche pas, c'est tant pis. Eh bien, c'est très dommage. C'est très dommage parce que, on va dire, nous sommes dans la fonction publique et il y a des règles. Il y a des règles. Le directeur général, c'est lui qui a l'autorité. Oui. Qui, dans la pratique, délègue, on va dire, sa mission aux différents services.
y a aussi des règles. Mhm. Mais si à un moment donné, il décide de faire à la place de X ce que X devrait faire, bon, à un moment donné, toi, tu n'as pas le droit, tu n'as pas la capacité juridique et administrative de t'opposer à ce qu'il fait. Donc, dans le contexte dans lequel tu étais, lors des 10 dernières années, avec une direction qui, disons, qui n'était plus tellement favorable à la façon de travailler que vous aviez eue, qui vous permettait de faire votre travail dans des conditions idéales, dans des conditions où vous vous sentiez valorisé, où vous arriviez à progresser et où votre avis comptait réellement. Lorsqu'on se rend compte qu'il y reste 5 ans avant la retraite, dans quel état d'esprit on se trouve? On va dire que on n'a plus, déjà qu'il est 5 ans par là à la retraite, et comme tu l'as dit, avec l'environnement professionnel qu'il y avait, on était plutôt pressé d'arriver à la retraite. Pressé, vraiment? Oui, on était plutôt pressé de se libérer plutôt de la charge de l'autorité. D'accord. Donc on était plutôt pressé que toute cette période-là en fait finisse. Il n'y avait plus trop grande motivation au travail. Vu que dans tous les cas, on nous avait pris une bonne partie de l'autorité qu'on avait. D'accord. Bon, donc du coup... Quand tu dis qu'on vous avait pris une grande partie de l'autorité que vous aviez, c'est que vos scopes d'activité avaient déjà été redistribués à d'autres personnes. Oui, à d'autres services en réalité qui ne devaient pas l'exécuter. Mais on a donné à des individus qui s'attendaient, qui étaient prêts à jouer le jeu de la direction. Donc du coup, on n'avait plus vraiment d'autorité. Et même les entreprises privées qui venaient travailler n'étaient plus obligées de passer par, on va dire, par nous. Par les services techniques. On va dire, à la limite, on était là, on n'était plus utilisé par la direction. Vous étiez un peu des figurants dans l'établissement. Dans le système. C'est que des boutiques, on vous rendait responsable quand ça ne marchait pas, mais on avait les décisions, la direction, on va dire les directeurs généraux avaient les décisions, ils avaient les décisions, c'est eux qui prenaient les décisions. Quand ça ne marchait pas, on cherchait à ramener la responsabilité sur le service qui est statutairement, on va dire, désigné pour assurer les missions de maintenance et autres. Donc du coup, quand tu es dans un environnement comme ça, on va dire, c'est très lourd chaque matin quand tu arrives au travail, tu viens en retard, ça ne met personne que tu partes tôt, ça ne met personne puisque le système qu'on a mis en place... Ils ont fait que tu ne sers à rien. Donc on va dire que c'était une fin un peu sans les honneurs, une fin un peu chaotique, sans les honneurs, aucun honneur. Attends, c'est dommage, hein. Après 34 ans d'activité, tu te retrouves en fin d'activité avec des gens qui viennent, qui bouleversent tout. Pour des intérêts personnels et puis après c'est compliqué. D'accord. Donc les 5 dernières années, ça a été des moments, on va dire, plutôt difficiles. Difficiles. Moralement, parce que tu voyais les choses se faisaient qui ne se faisaient pas comme tu l'aurais souhaité. Et généralement, c'était pas bien fait. Donc c'était un peu compliqué. D'accord. Donc c'est vraiment une fin de... disons, de vie professionnelle, de vie de salarié, là, plutôt difficile par rapport aux conditions. Donc, ça fait qu'il y avait finalement un engouement, une volonté, même que tout ça passe rapidement et qu'on arrive à la retraite. Pas forcément à cause du boulot que tu n'aimais pas, mais plus à cause du contexte, de l'environnement que tu voulais quitter. Professionnel qu'on voulait quitter. On avait déjà... Nous, les 5 ans, il était impossible d'aller dans une autre structure pour tout recommencer. On a géré ça comme ça jusqu'à ce que... Et il n'y avait pas quand même associé à ça une petite crainte quand même de ce qui allait se passer après après que tout ça soit fini? Après la fin de l'activité? Oui. Oh non, plus on savait déjà depuis longtemps
que ça allait finir. Et on savait déjà que on n'allait plus avoir le salaire qu'on avait. Bon, on s'était préparé à tout ça. Donc, bon, il n'y avait pas de crainte particulière. Enfin, je veux dire même, c'est-à-dire qu'on passe d'une configuration, d'un état où on est... enfin, chaque matin, on se lève, il y a quand même quelque chose qu'on doit aller faire, même si ça ne se passe pas forcément sous les meilleurs auspices. Et on arrive à un moment où, en fait, il n'y a plus rien. Et c'est toi-même, en fait, qui dois décider ce que tu vas faire. Cette bascule-là, ça n'a pas un moment généré même de petits craints, de petits questionnements du style qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Des craintes, non, pas de craintes. Des questionnements, oui. Quelles questions par exemple? Questionnements, oui. Des questionnements par rapport, on va dire, aux activités quotidiennes. Rester à la maison sans rien faire. Trouver une occupation saine. Certains se sont préparés à aller à l'agriculture. Bon, moi non. Mais bon, j'avais plutôt des projets, on va dire, d'entrepreneuriat, bon, que j'essaie de mettre en place actuellement. Des projets, on va dire, de consultance. D'accord. Pour laquelle certaines personnes m'ont appelé. J'ai fait de temps en temps, je fais de la consultance actuellement. Donc bon, il n'y a pas trop d'appréhension. C'est vrai qu'après, quand on lâche qu'on est maintenant à la maison, on se rend compte qu'il y a un changement. Et que bon, on ne se lève plus le matin, on ne va plus donner des ordres, on ne va plus recevoir surtout les ordres de sa direction. On est libre, qu'on peut faire ce qu'on veut, tout est laissé à ta propre intelligence et à tes propres désirs. C'est un changement, on va dire, radical. Au début, tu ne ressens rien, mais au fur et à mesure que les jours passent, que les mois passent, tu commences à ressentir quand même un vide d'activité. D'accord. Il y a un peu la nuit qui s'installe si tu n'as pas d'activité, quand tu n'as pas de choses. J'allais y venir. Et comment est-ce que tu as vécu ce moment-là? Ce moment-là où disons, c'est fini, tu es officiellement à la retraite, on est le lendemain de la retraite, et puis tu commences à sentir ce vide d'activité-là. Les moments où tu ressens cet ennui-là. Parce que oui, comme tu as dit, tu ne reçois plus d'ordre, mais bon, tu n'en donnes plus non plus. Ouais. Donc, il y a cette partie où tu es actif, où tu diriges là, qui s'évanouit. Comment tu gères ce manque-là? Alors, ça n'a pas été compliqué parce que, comme je l'ai dit, avec la nouvelle direction, progressivement, on a perdu l'autorité, donc on a perdu aussi de l'activité. Donc, tu étais déjà un peu à la retraite avant d'aller à la retraite. Avant d'aller à la retraite. Je n'avais plus cette pression-là que j'avais avec mes autres directions de bien faire les choses, de faire en sorte que tout se passe bien, que l'hôpital tourne bien. Mais je n'avais plus cette pression puisque on m'a pris l'autorité, on m'a pris la responsabilité. On va dire la responsabilité positive. Quelqu'un d'autre se chargeait de donner des ordres à mes collaborateurs. Bon, donc du coup, progressivement, nous aussi, on a lâché. Donc, ce vide-là, on a passé du temps dedans avant de partir à la retraite. Donc, bon, on n'avait pas trop de pression, mais tu changes d'environnement, tu es à la maison, tu vas plus au bureau, tu t'ennuies. Tu t'ennuies et après, tu cherches à lire un peu, à trouver des occupations, surtout intellectuelles, pour occuper ton temps. Le premier moment où le premier moment quand j'ai commencé à sentir ça, qu'est-ce que j'ai pu faire concrètement? J'avoue que quand je me sentais vraiment dans la nuit, je marchais beaucoup.
Je me promenais beaucoup. Je marchais beaucoup dans le quartier où je suis. D'accord. Je marchais, je me allais, je regardais un peu les choses. Ce sont des choses dont j'avais perdu l'habitude à l'époque, puisque j'étais logé à l'hôpital et j'étais toujours au charbon. À voir un peu la vie quotidienne des gens que j'avais vraiment perdu, puisque bon, là où j'étais, il n'y avait pas cette masse de population et tout ça. Donc à revoir un peu, à réapprendre à vivre vraiment en société. Parce que j'avoue que pendant les années professionnelles, vu que j'étais logé sur le site, ma vie vraiment pendant de longues années s'est limitée, on va dire, à être utile à l'hôpital. Que ce soit les jours ouvrés comme les jours fériés, les week-ends et autres. Nous étions obligés de rester en place. Donc 98% de notre vie s'est passée vraiment au niveau de l'hôpital où on était parce qu'il fallait faire tourner. Et là, je suis arrivé, bon, c'était une autre vie avec, on va dire, d'autres enjeux. Il fallait comprendre un peu la population. Il y a des choses que je n'acceptais pas quand j'étais pas dedans. Il fallait voir, comprendre les gens, pourquoi est-ce que les gens fonctionnent comme ça, pourquoi est-ce qu'ils sont dans le désordre, pourquoi ils sont dans l'insalubrité parfois. Parce que là où j'étais, il n'y avait pas tout ça. Il fallait comprendre un peu. Donc finalement, cette retraite qui a, en fin de compte, commencé avant même que tu ne sois à la retraite, par la force des choses, là, elle débouche sur un nouvel apprentissage de la société en général, de laquelle tu étais un peu à l'écart finalement. J'étais un peu à l'écart du cœur des activités sociales, en tant que tel. Moi, j'étais vraiment focalisé sur l'hôpital. Tout ce qui se passe dans la société, en dehors de l'hôpital, j'avoue que j'ai pris vraiment de la distance pendant longtemps. Tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui me surprenaient quand je voyais parce que ici. D'accord. Et donc ça a finalement tué ton ennui. Ça a finalement tué ton ennui. Ou est-ce qu'il y a encore des moments où l'ennui il revient quand même? Ouais, il y a des moments. Mais je suis plutôt... je suis dans une démarche de redémarrage d'activité professionnelle. Je vais m'occuper. Sinon, j'avoue que rester là comme ça, oisif, c'est pas facile. Quelqu'un qui a couru tout le temps, qui a eu pendant, même si les 5 dernières années ont été un peu difficiles, quelqu'un qui pendant 30 ans a couru, a eu la pression, a eu envie de toujours de bien travailler, de faire avancer les choses. Rester oisif, c'est pas évident. Mais et pourquoi finalement, pendant les 5 dernières années où, disons, toute l'autorité, disons finalement toute l'envie de faire le travail t'a été retirée là, qu'est-ce qui a fait que là, tu n'as pas pu enclencher déjà ton plan d'activité pour la retraite? On va dire pour la simple raison que ça aurait demandé que je saute carrément du système. Tu comprends bien? Comme je dis, c'était un environnement assez difficile, mais assez hypocrite aussi. Moi, on cherchait la bête. Vous aussi, après 30 ans d'activité, tu ne veux pas aller sortir de l'administration avec une étiquette. Donc, bon, on a géré ce passage-là en évitant les ennuis. D'accord. Même si on n'avait plus de carrière à défendre, mais bon. Il y avait un risque de perdre quand même le peu d'avantages qui restaient ou qui auraient pu rester après même la retraite. Non, pas du tout. Mais c'est plus une question d'image. D'image, c'est plutôt une question d'image. D'accord. Il n'y avait pas d'avantage particulier à perdre, pas du tout. D'accord. C'est une question d'image. Que demain ne dise pas après toi que ceux-là, quand ils étaient là, ils ne faisaient rien de bon. Mais il fallait sauver son image. Puis partir vraiment tranquille. D'accord. Aujourd'hui, quand je me retrouve au niveau du ministère de la Santé, les gens sont très heureux de me voir parce que bon, il y a une image positive qui reste. D'accord. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des aventures de retraité? Une bonne santé. Déjà, oui. Surtout une bonne santé. Et puis bon,
on va dire, la grâce de Dieu déjà pour la santé et puis pour les projets futurs. Nous sommes au terme de notre épisode. Je pense qu'on a eu une belle discussion sur l'entièreté de la carrière de Claudin. Et je pense qu'on a vu qu'il y a eu différentes étapes. Il y a eu une partie qui a vraiment été marquée par, disons, un esprit, disons, start-up, où la compétence, le savoir, la volonté, tout ça c'était très valorisé. Et une deuxième partie où ça l'a été un peu moins. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci à Claudin de nous avoir fait part de son parcours. Le plaisir est pour moi. Et j'espère que vous avez aussi apprécié notre discussion. Donc, encore merci. C'était Yann, cette fois sans Agathe, pour le Canap Parcours, dans la série des épisodes sur les longues carrières et la retraite. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.